le 15 août, Le 15 août, oui. lorsque Youlou remet sa démission, il y avait deux officiers. Et les deux officiers étaient de la région de Youlou. Il y avait le commandant Mouchaka. Moutsaka, oui, on connaît bien ce nom, oui. Et le commandant Mouzabakani. Mouzabakani, d'accord. Donc les deux sont de la région de Youlou. Ce qui aujourd'hui ne peut plus se refaire dans notre pays. Oui, voilà. Très bien. Ça, il faut que les gens le comprennent. Il faut le souligner. Il faut le souligner. Il faut le souligner. Il faut le souligner maintenant que nous sommes à une période vraiment très marquante de l'histoire du Congo qui s'écrit jusqu'à maintenant. Hein? Il faut que les gens le comprennent très, très, très bien et que les gens soient justes dans la compréhension de la façon dont ce pays a été gouverné par le passé, dans le rapport à l'ethnie qu'on a exacerbé jusqu'aujourd'hui à atteindre des sommets alors impensables. Donc, on en arrive là et donc le président Youlou était obligé de démissionner. Et quand il démissionne, mais il invite les Mouzabakani et les Mouchaka de venir boire le champagne. Ah ouais? Il est jeté du pouvoir. Il prend le champagne avec ceux à qui il remet le pouvoir. Oui, mais parce que lorsque l'information lui était arrivée qu'il y avait déjà 3 morts, lui il a dit non, je ne veux pas être responsable des morts des Congolais. 3 morts. Pour 3 morts, il a démissionné. Et je ne veux pas faire la comparaison avec aujourd'hui. Si déjà à la conférence nationale, on avait dénombré 3000 morts à l'endroit du pouvoir du PCT. Oui. Mais pour 3 morts, Youlou a démissionné. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes à Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance, et je suis Georges Goma. Merci de nous suivre et vous êtes sur les antennes de Teler TV. Aujourd'hui, nous recevons encore un personnage très important dans la connaissance et même l'histoire politique en tant que telle. Nous nous sommes entretenus avec lui les semaines dernières. C'est le docteur Alex Nzabana. Le docteur Alex Nzabana, comme vous le savez, vous le voyez sur plusieurs plateaux, intervenir dans les grands documentaires qui forgent et marquent l'histoire du Congo. Et il est percutant, il est pertinent, il nous apporte un éclairage alors très important dans l'histoire du Congo-Brazzaville. Nous avons le bonheur et le plaisir de le recevoir encore aujourd'hui sur ce plateau. Alors, la semaine dernière, il a parlé presque de la première république congolaise, la législature de l'abbé Fulbert Youlou, qui est à juste titre considéré comme le père de l'indépendance au Congo-Brazzaville. Alors, le docteur Alex Nzabana, en gros, nous a fait comprendre qu'au temps de l'abbé Fulbert Youlou, le sentiment ethnique était complètement absent, puisque à regarder le gouvernement de l'abbé Fulbert Youlou, eh bien, toutes les ethnies de la République du Congo étaient représentées. Alors, on peut, sans trop prendre de risques, quand même, à cette époque, rapprocher cette législature des contradictions, il y en avait. Mais les contradictions qu'il y avait à cette période-là n'étaient pas aussi marquées par l'ethnie. C'était des contradictions purement politique. Et quand on regarde un peu les choses à la loupe, en faisant un peu une projection sur la politique en France,
Eh bien, les contradictions, c'est celle de la 4e République française. Vous savez que la 3e et la 4e République française ont été les républiques les plus instables sur le plan politique parce que l'ampleur des contradictions purement politiques, je le redis encore, purement politiques, était exacerbée. D'où l'avènement de la 5e République avec le général de Gaulle en 58, qui semble être aujourd'hui une constitution assez stable. Donc, on voit très bien aussi les alliances des partis. Vous savez qu'à l'époque, les partis, c'était l'UDIA de l'abbé Fulbert Youlou, il y avait le MSA, donc le mouvement socialiste africain de M. Opango, et puis il y avait aussi le PPC de M. Tchikaya. Et on voit très bien comment ces alliances se sont construites dans le temps. Le MSA et le PPC, évidemment, qui ont tissé des alliances. Et on voit aussi dans l'UDIA, par exemple, M. Victor Justin Satou, qui avait fait une alliance avec l'UDIA. On peut en multiplier. Les personnes qui connaissent bien cette histoire-là savent très bien ce que nous sommes en train de dire. Alors, avec le docteur Alex Nzabana, nous allons donc passer à une étape supérieure, c'est-à-dire quand on voit la chronologie politique au Congo-Brazzaville, on va parler en termes de les grands moments, en fait, les grands moments que nous nous sommes proposés pour saisir cette histoire du Congo par législature. Et chaque législature va renvoyer à un président de la République. Et quand M. Denis Sassou Nguesso vient, j'assume tout. Non, M. Denis Sassou Nguesso n'a pas assumé pour tout le monde. M. Denis Sassou Nguesso doit assumer sa part de responsabilité dans l'histoire du Congo-Brazzaville. Il n'a pas à parler du Youlou, il n'a pas assumé Massamba Deba, il n'a pas assumé Marien Ngouabi, il n'a pas assumé Yombi Opango, il n'a pas assumé Lissouba, il a assumé son propre agir politique. Et nous serons très sévères là-dessus, sur l'histoire du Congo, qu'il jette foule aux pieds et que le moment viendra où chacun répondra de cette histoire-là. Alors, docteur, bonjour. Il m'arrive souvent d'aller un peu en profondeur dans ces introductions parce que je pense que c'est très important. Alors, bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Georges. Comment ça va ce matin? Non, ça va, mais pas comme la République, mais moi, je vais mieux. Ah, ben c'est parfait, c'est parfait. Ben, ça ira davantage. Alors, docteur, comme j'ai fait cette introduction, je pense que vous m'avez suivi. Alors, on va passer à la législature Massamba Deba. Vous allez nous expliquer un peu quelles ont été les forces politiques en présence autour, n'est-ce pas, des événements politiques du 13, 14 et 15 août 1963 que nous avons inscrits dans l'historicité du Congo-Brazzaville comme étant la révolution congolaise. Une révolution après 3 ans seulement, hein, une révolution après 3 ans seulement de souveraineté politique au Congo-Brazzaville. Alors, ma première question, c'est que vous essayez de nous expliquer, avant d'aller plus en profondeur, sur toute cette législature-là, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que le président l'abbé Fulbert Youlou soit éjecté du pouvoir? Merci bien. Je suis le docteur Alexandre Ibaka Nzabana. Je suis pharmacien biologiste de métier, de formation, donc scientifique. Absolument. L'histoire est une science. Et lorsque on veut que les générations qui se succèdent dans un pays apprennent l'histoire, il faut qu'elle soit vraie. Et c'est pour cela que Emery Patrice Lumumba avait si bien dit que l'histoire de l'Afrique doit être écrite par les Africains et elle doit être enseignée du nord au sud de l'Afrique. Et pour notre pays, le Congo, ce ne sera pas ni M. Balandier,
ni les autres anthropologues et historiens français, ils vont parler de l'histoire de notre pays. Ce sont ceux qui l'ont vécu, qui en tiennent les vérités. Pour la question que vous m'avez posée, effectivement, les 13, 14, 15 août a été vraiment un mouvement qu'on a balancé de gauche à droite. Pour certains, c'était la révolution socialiste. Pour d'autres, c'était le socialisme bantou. Et pour certains, ce n'était ni l'un ni l'autre. Pourquoi la France, au temps de De Gaulle, n'a pas fait appliquer les accords pour protéger le pouvoir de Youlou? Mais tout simplement, le président Fulbert Youlou, en tant que prêtre, avait eu certaines exigences de comportement qui... Vous voulez plutôt dire écart de comportement ou exigence de comportement? Écart de comportement? Écart de comportement qui ont fait que, d'abord, au niveau du pays, la hiérarchie de l'Église catholique n'était plus en odeur de sainteté avec Youlou, et comme Madame de Gaulle avait des liens avec un prélat français qui était au Congo, mais elle était donc informée de ces écarts de comportement. Est-ce qu'on peut savoir ce prélat français, ça vous revient ou pas? Ce n'est pas important, mais pour l'histoire, puisque nous sommes dans l'histoire, si ça vous revient, dites-nous le nom de ce prélat-là. C'était Monseigneur Bernard. Ah, Monseigneur Bernard, d'accord. Oui. Monseigneur Bernard était le frère de Madame de Gaulle. De Gaulle, ok. Donc, le fait que le président Youlou voulait s'habiller en tant que prélat, mais il était président. Donc, ses habits étaient recommandés chez les grands couturiers. Les grands couturiers, voilà, d'accord. Les Christian Dior. Et ça ne plaisait pas à la hiérarchie catholique. Et avec, tout le monde le savait, il avait un penchant féminin. Voilà. Et c'était visiblement en contradiction avec l'éthique même. Avec les mœurs catholiques, même si nous savons que les prêtres eux-mêmes aussi ne sont pas des saints. C'est cela. Mais chez l'abbé Fulbert Youlou, c'était voyant, trop voyant, et ça a créé un malaise entre lui et la hiérarchie de l'Église catholique. Aussi, lorsque il y a eu le mouvement de 13, 14 et 15 août, lorsque le président Youlou téléphone à De Gaulle pour le maintenir en envoyant l'armée française qui était là, et De Gaulle a dit non. Et l'aspect le plus important qui a conduit Massamba Deba à devenir président se trouve bien écrit dans l'autocritique du M22 par Ange Diawara, Ikoko Jean-Baptiste, Oluka et Bakekolo. Mais pour la lanterne de nos auditeurs,
Le M22, c'est pas sorcier, c'est tout simplement le mouvement du M22. Mais oui, mais le M22, là, ça veut dire quoi? Le M, c'est quoi? Le 22, c'est quoi? Le 22 février 72. Ah, d'accord, ok. Et le coup d'État. Ça, nous reviendrons lorsque nous analyserons la partie du pouvoir de la législature de Marien. D'accord, c'est parfait, très bien. Qu'on se mélange les pédales. Exactement, exactement. J'ai fait référence à l'autocritique du M22 parce que Diawara et ses compagnons ont fait une analyse. Pourquoi le mouvement de 13, 14, 15 août ne pouvait pas aboutir? Parce que pour faire une révolution, il faut une organisation à la base. Absolument. Et le 13, 14, 15 août, c'était tout un conglomérat de plusieurs groupes. Il y avait d'abord les syndicalistes, oui, et chrétiens et non chrétiens. oui. Il y avait l'Union de la jeunesse congolaise. L'Union de la jeunesse congolaise, c'est pas plus tard, là? L'Union de la jeunesse congolaise, c'est pas le PCT, ça? Non, 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 non. Il y a l'Union de la jeunesse congolaise créée par Matika. Et donc, ah, d'accord. Ok, ah, l'Union de la jeunesse congolaise. C'était l'UJSC, je pense, hein, un truc comme ça. Bon, d'accord. Donc, c'est UJC, Union de la jeunesse. D'accord. Union de la jeunesse. D'accord, UJC, d'accord, c'est parfait. Et dont nous faisions partie. On était membre avec les Mantoum Pampolo. Oui, Mantoum Pampolo, d'accord. Avec les Ballo Santari. Avec les Boukambu Gérard. Exactement, qu'on en connaissait. Ounou, le docteur Ounou Félix. Ah, le docteur Ounou Félix, absolument. Qui était mon voisin, hein, je le dis en passant, le docteur était mon voisin à Mukondo. Voilà. Mais voilà, c'est un ancien militant. Ah bon, d'accord. Il y avait l'ASCO. L'ASCO, oui. L'ASCO, c'était quoi, docteur? C'était quoi l'ASCO? Association scolaire du Congo. Ah d'accord, Association scolaire du Congo, d'accord. Ah ben dis donc, c'était... Bon, donc, quand vous voyez dans tout ce mélange d'organisations, il ne s'était jamais concerté avant. Le mouvement a eu lieu lorsqu'on arrête les syndicalistes et face à cette dérive. Et tout le monde s'est mis ensemble contre le pouvoir de Youlou. Et c'est à cause de cela qu'il y a eu beaucoup de monde mobilisé dans les rues de Brazzaville. Mais quand même, docteur, tout ce monde se mobilisait contre le pouvoir de Youlou. Tout ce monde-là, toutes les organisations que vous venez de citer, ce sont des organisations congolaises quand même. Et puis, bon, vous dites que, ben, écoutez, quelle était la part, évidemment, du lâchage en plein vol, comme dirait l'autre, de l'autre côté, de Youlou par les Français, c'est-à-dire que Madame de Gaulle n'aimait pas ce personnage-là, et puis aussi qui a influencé la décision de Gaulle de ne pas intervenir. Bon, mais là, quand même, toutes ces personnes, quelle est la raison de ces organisations congolaises pour vouloir le départ de Youlou à ce point-là? Hein, c'est quoi leur raison si on comprend que pour la France et de Gaulle et sa femme, c'est un peu ce président à la soutane qui dérangeait un peu quelque peu avec les mœurs qui étaient les siennes. Mais les Congolais, c'est quoi la raison? Pourquoi ils voulaient que Youlou parte? De un, il y avait ce qu'on peut appeler son anti-communisme exacerbé. OK. Parce que c'est un libéral dans l'âme, hein? L'Union de la jeunesse congolaise était une organisation progressiste de gauche. Et lorsque
Sékou Touré est arrivé à Brazzaville, par les manifestations qui ont été de soutien qui ont été portées au président Sékou Touré, parce que le président Sékou Touré, c'est le seul dirigeant africain qui avait dit non, oui à l'indépendance. Ah, d'accord. Au référendum du 28 novembre 1958. Alors qu'au Congo, aucun parti n'avait appelé ses militants à dire oui à l'indépendance. Ils ont plutôt dit non à l'indépendance, mais oui à la communauté franco-africaine. Aussi, lorsque les gens parlent des pères de l'indépendance, mais c'est une fausse analyse. Parce qu'aucun parti, ni Youlou, ni Opango, ni au niveau de Chikaya, ni au niveau des autres dirigeants, personne n'avait appelé ces militants à dire oui. Pour l'indépendance. À se prononcer pour l'indépendance. Il n'y avait que l'UJC, il y avait les militants de l'AFCO et les travailleurs du syndicat de la CGT de M. Julien Boukambu qui avaient voté oui. Donc, on ne peut pas dire qu'au Congo, les partis politiques étaient pour l'indépendance. Donc, il ne peut pas y avoir de perte de l'indépendance. Le Congo doit se battre pour avoir son indépendance qui n'est pas encore acquise. Ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue à moi. Mais c'est bien, c'est bien. Non, non, mais écoutez, docteur, je vais rebondir là-dessus. C'est très, très important. Ce que vous êtes en train de dire, c'est même ce qu'il y a au creux même de toute cette historicité-là. Hein? Le Congo n'est pas indépendant. On n'a jamais appelé pour l'indépendance. On a dit oui avec une facilité déconcertante à la communauté de De Gaulle. Et c'est l'occasion aussi pour moi de vous poser cette question que j'aurais dû poser peut-être la dernière fois, mais puisqu'on évoque un peu cela, mais on ne sait jamais comment est-ce que la transition s'est faite avec l'administration coloniale. C'est-à-dire que comment est-ce que les Français sont partis du Congo? Est-ce qu'ils sont partis brutalement? Est-ce qu'ils sont partis progressivement? Jusqu'à quel moment on a continué à voir un peu les Français dans l'administration congolaise? Et comment, en fait, les Français ont disparu du Congo? Mais on sait qu'ils n'ont pas disparu puisqu'ils sont partis de toute façon. L'influence a continué jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi on dit qu'on est toujours colonisé par la France. Laissez-moi aller pas à pas. D'accord. Vous m'avez posé la question sur les motivations des organisations qui ont mobilisé leurs militants lors de 14 D'accord, ok, c'est parfait, docteur. Allez-y alors. Mais n'oubliez pas ma question quand même, hein. Revenez quand même un moment plus tard. Non, non, non. Lorsque donc Sékou Touré est venu, on a arrêté les militants de l'UJC, dont Barlo Santari, pour complot communiste. Et avant l'arrestation des militants de l'UJC, il y avait déjà l'affaire des corbeaux. Des corbeaux, voilà, tout à fait, ouais. Expliquez-nous ça, docteur. Qui avait entaché le pouvoir de Youlou. Parce que ce qu'on appelait les corbeaux, ce sont les matuanistes. OK. Donc, les partisans de André Grenard Batoua, qui était un activiste qui a disparu aussi. Donc, si vous pouvez nous donner une petite explication sur ce personnage, ça va dans le flot de ce que vous êtes en train de dire, mais c'est un personnage. Les gens entendent Matoua, mais ils ne connaissent toujours pas c'est qui Matoua. Donc, prenez le temps de nous l'expliquer dans vos explications. Donc, les matouanistes avaient refusé de payer l'impôt de 3 francs. Quand Youlou arrive au pouvoir, comme ils avaient refusé le fait colonial, ils n'avaient pas de carte d'identité. Donc, ils ne pouvaient pas voter pour Youlou.
Et Yulu leur en a tenu grief. On les a malmenés, on les a arrêtés, on les avait amenés à ce qu'on appelait à l'époque la gare PV. OK. Où ils ont été vraiment molestés. On a jeté ils étaient dans les wagons, on a jeté les bombes lacrymogènes et en tentant de s'échapper, ils se sont marchés les uns sur les autres et il y a eu des morts. Et après, on les a mis en exil intérieur. Intérieur, voilà, c'est ça exactement. Hein? À Sibiti, oui, il y en avait, oui. À Gambama, comment on appelle ça, à Ouando, et dans la partie extrême du nord du pays. Docteur, s'il vous plaît, docteur. Moi, je reviens là-dessus. C'est très important, là. C'est très important. On a ouvert cette émission sur le sentiment ethnique, c'est-à-dire l'implication de l'ethnie dans la gestion politique. Nous sommes à cette époque que vous décrivez si bien. Il s'agit des Matouanistes, des corbeaux, qui sont des Bakongos, donc qui sont censés avoir une personne de leur au pouvoir et qu'ils refusent de payer l'impôt de capitation. Et puis, le régime les malmène et les disperse dans toute la République pour avoir refusé de payer l'impôt. Donc, il faut que les gens comprennent très bien le sens de cela. Hein, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Chaque fois que nous parlons de ça, nous avons un regard sur l'exacerbation de l'attrait ethnique aujourd'hui. Vous pouvez continuer. Donc, il y a eu ce problème avec les corbeaux. Et puis, la balle principale, Yulu voulait créer un parti unique. Et les syndicats s'étaient opposés. Lorsque les syndicats se sont opposés, on a arrêté les syndicats. Et dans les mouvements de répression, il y a eu 3 syndicalistes qui sont morts. Et c'est ça qui a enflammé la rue. Et un autre aspect très important. C'est qui les 3 syndicalistes qui sont morts? Donnez-nous les noms, docteur, s'il vous plaît. Vraiment, pour le moment, les noms ne me reviennent pas. D'accord, ok. Mais on va faire des recherches là-dessus. Et prochainement, on les évoquera parce qu'on veut placer chacun dans l'histoire là, hein, loger chacun à sa place. C'était Pierre, il y a des écoles qui portent leur nom en souvenir. D'accord. Ne vous en faites pas, on va chercher. On les évoquera la prochaine fois. Il me revient seulement à l'esprit de c'était Pierre. Bon. C'était Pierre. Et le problème, il faut que les Congolais se souviennent, c'est que le 15 août, le 15 août, oui. Lorsque Yulu remet sa démission, il y avait 2 officiers. Et les 2 officiers étaient de la région de Yulu. Il y avait le commandant Mouchaka. Mouchaka, oui, on connaît bien ce nom, oui. Et le commandant Mouzabakani. Mouzabakani, d'accord. Donc les 2 sont de la région de Yulu. Ce qui aujourd'hui ne peut plus se refaire dans notre pays. Oui, voilà. Très bien. Ça, il faut que les gens le comprennent. Il faut le souligner. Il faut le souligner. Il faut le souligner. Il faut le souligner maintenant que nous sommes à une période vraiment très marquante de l'histoire du Congo qui s'écrit jusqu'à maintenant. Hein? Il faut que les gens le comprennent très, très, très bien et que les gens soient justes dans la compréhension de la façon dont ce pays a été gouverné par le passé, dans le rapport à l'ethnie qu'on a exacerbé jusqu'aujourd'hui à atteindre des sommets alors impensables.
très important. Vous pouvez continuer, docteur Alexandre. Donc, on en arrive là et donc le président Yulu était obligé de démissionner. Et quand il démissionne, mais il invite les Mouzabakani et les Mouchaka de venir boire le champagne. Ah ouais? Il est jeté du pouvoir. Il prend le champagne avec ceux à qui il remet le pouvoir. Oui, mais parce que lorsque l'information lui était arrivée qu'il y avait déjà 3 morts, lui il a dit non, je ne veux pas être responsable des morts des Congolais. 3 morts. Pour 3 morts, il a démissionné. Et je ne veux pas faire la comparaison avec aujourd'hui. Si déjà à la conférence nationale, on avait dénombré 3000 morts à l'endroit du pouvoir du PCT. Oui. Mais pour 3 morts, Yulu a démissionné. C'est très important, c'est très important. Nous appelons les Congolais. Je reviens maintenant à la question que vous m'avez, subsidiaire que vous m'avez posée. D'accord, merci. Celle de la présence des Français. Très bien, merci. Toujours ceux qui ont lu l'autocritique du M22, si la première partie, on parle de l'organisation des révolutionnaires qui était absente pour le 13, 14 et 15 août, mais il s'en est suivi le problème de l'appareil de l'État. L'appareil de l'État, très bien. Qui est resté néocolonial. Ça veut dire que on a reconduit le même scénario au niveau de l'appareil de l'État. Parce qu'au temps de Yulu, c'est vrai, il y avait le ministre congolais, mais les conseillers étaient des Français. Et à l'époque, après, au temps de 58, 1958, le président de l'Assemblée était un Français. Monsieur Jal. C'était normal, docteur, c'était normal quand même. La transition ne pouvait pas faire avec brutalité. Jusque-là, c'était l'administration coloniale. Une passation de service, quand même, prend toute une journée. Hein. Donc, quand on voit les petits services, là, la passation de service, mon père était économe, je me rappelle un peu quand il faisait la passation de service entre le nouvel économe qui va le remplacer, ça prenait du temps. Il prenait du temps, quand même. Il manageait des choses. Mais c'est à cause de ça. Les Diawara et ses compagnons ont parlé de l'organisation des révolutionnaires. Ils ont parlé de l'appareil d'État. La révolution est un mouvement brutal qui change les structures politiques, économiques dans un pays. Lorsque, en amont, vous avez une organisation et vous avez un projet. Or là, ça n'avait pas été le cas. C'est ce qui a fait que il y avait un fourre-tout lorsque le président Débat est arrivé au pouvoir. Lorsqu'on met en place le MNR, Mouvement national de la révolution. Le mouvement national de la révolution. Mais il y avait du tout. Et les catholiques, et les protestants, et les athées, et les démocrates, et les non-démocrates. Tout était dedans. Ce qui fait que lorsqu'il fallait faire les choix, c'était difficile. Et comme la majorité qui avait participé au mouvement de 13, 14, 15 août étaient des jeunes, ouais. Il y a donc eu une pression juvénile. D'accord, les jeunes. Et avec l'arrivée des premiers étudiants de l'AEC de France, donc les Nouazalaï, les Pascal Lissouba, hein, et avec l'arrivée du premier contingent venu de Moscou,
Dalagrai et Lunda Jean-Baptiste, qui étaient au commencement, donc qui avaient étudié ce que c'était le marxisme-léninisme, ce qui était le socialisme scientifique. Ils ont donc influé les réseaux au congrès du MNR où est sortie l'option socialiste. Mais parlez de vous-même aussi, docteur Nzabana. Vous, à ce moment-là, vous étiez où? Vous venez d'où? Est-ce que je pense, à ce que je comprenne, vous étiez à Cuba? Non, non. Non, c'est pas ça. J'étais au Congo. Ah, tu étais au Congo, d'accord, ok. J'étais le président de la section ASCO. ASCO, d'accord. Et j'étais responsable de la fédération UJC de Potopoto Mungali Wenze. D'accord. Donc, au centre, il y avait deux fédérations de l'UGC. Mungali Potopoto Wenze et Bakongo et Makelekele. D'accord. Qui faisait une autre fédération. Donc, nous, on était encore au niveau des organisations de jeunesse. Donc, je ne pouvais pas participer au congrès du MNR. D'accord, très bien. Mais après la mise en place du MNR, lorsqu'on constitue la GMNR, qui est le rassemblement de toutes les organisations de jeunesse de l'époque, donc l'UGC, l'ASCO, l'AEC, l'Union de la jeunesse catholique, l'Union de la jeunesse protestante, timbanguiste, salutiste, on s'est retrouvés et on a mis en place la GMNR, qui était la jeunesse du mouvement national de la Révolution. Et lorsqu'on met en place le mouvement GMNR. Et c'est quelle année, docteur, ça? En 64. En 64, d'accord. D'accord. C'est vraiment dans le flot du changement, de la transition, en 64. Et en 1965, le Congo devait organiser les premiers Jeux africains. Voilà. Et c'est là où il y a le premier débarquement, le premier acte terroriste organisé par M. Bakana Kolela. Ah, expliquez-nous ça, là. Expliquez-nous ça. Mais comme le mouvement patriotique... terroriste, c'est un peu trop fort, non? Ah, mais puisqu'ils avaient dynamité les pylônes. Ah. Ils avaient dynamité les pylônes de la SNE pour que les Jeux africains n'aient pas lieu. Mais c'est quoi les motivations de Bakana Kolela à l'époque? Mais parce qu'il était contre le socialisme scientifique. Ah, carrément. Oui. Et c'est la première fois qu'il partait en prison. Il était en prison à Wesso. Et là encore, on comprend très bien que c'est le même groupe là. Pardon? On comprend une fois de plus que M. Bakana Kolela est de la région de M. Massamba Deba et de la région de M. Fulbert Youlou. Voilà. Et c'était pas beau à voir. Et à partir de cet événement de l'arrivée des terroristes en 1965 pour empêcher les Jeux africains, le MNR décide de créer par décret par le président Massamba Deba la défense civile. Ah, la fameuse défense civile, hein? D'accord. Et donc... Est-ce que c'était une sorte de milice? C'était une organisation de jeunes paramilitaires. C'était pas une milice parce que ça n'appartenait pas à un parti. Ça appartenait au gouvernement. C'est par décret présidentiel que la défense civile a été créée. Et, entendez bien, le premier commandant de la défense civile n'était pas de la région
de M. Massamba Deba. C'était d'Acosta. Ah, d'Acosta. Antoine d'Acosta. Antoine d'Acosta. C'était le premier commandant de la défense civile. Et le président de la GMNR n'était ni issu de l'UJC, ni de l'ASCO, qui étaient des organisations athées, mais issu de la jeunesse protestante. OK. C'était M. André Ombessa. Aujourd'hui d'accord. Décédé. Donc, c'est pour voir la capacité de dialogue qui existait à l'époque. Très bien. La capacité de dialogue qui existait à l'époque. Aussi, comme le MNR, la GMNR regroupait des jeunes venus de tous les horizons. Et les premières années, ça a marché. Et lorsque, au fil du temps, il s'est créé des divisions, toujours orchestrées par les hommes politiques, au sein de la GMNR Défense Civile. Il y avait 3 tendances. Okay. La première tendance, lorsque on fait le congrès de 67 de la GMNR, où il fallait renouveler les instances, ça a été un échec et Massamba Deba dissout le bureau de la GMNR et nomme Ange Diawara Bidje, président de la GMNR et en même temps commandant de la défense civile en remplacement d'Acosta. D'Acosta, d'accord. Mais cette GMNR défense civile, malheureusement, on a mis les bœufs. Là, on a mis la charrue avant les bœufs. La charrue avant les bœufs, ouais. Cette GMNR défense civile s'est autoproclamée fer de lance de la révolution. Alors que la révolution, ceux qui sont et qui doivent être les fers de lance, ce sont des producteurs, c'est-à-dire les travailleurs et les paysans. Or, la plupart de ceux qui composaient la GMNR défense civile, en dehors des élèves et de certains étudiants qui étaient au CSB, c'était des lumpen prolétariat, donc des chômeurs. Mais, docteur Nzabana, c'est une question qui me brûlait et vous m'avez dévancé en évoquant cela. Là, vous parlez de la jeunesse, c'est ce bouillonnement, cette dynamique politique, elle est beaucoup plus centrée sur la politique. Et c'est là où j'allais vous demander, mais en dehors de la politique, on parle de Massamba Deba aussi comme étant la personne qui a mis en place le tissu économique et donc les travailleurs aussi pouvaient avoir aussi, n'est-ce pas, je sais pas moi, leur pesant d'or un peu dans ce qui s'était en train de s'écrire là. Mais oui, mais c'est là où je voulais en venir. Lorsque la direction de la GMNR Défense Civile constate cette insuffisance, ce manquement, on a créé l'ARR, c'est-à-dire regrouper les jeunes pour leur donner une formation agricole. L'ARR, ça voulait dire quoi? C'est le signe de quoi? L'ARR, c'est la première fois que j'entends ça. Action de rénovation rurale. D'accord, très bien. Et dont dirigeait Matumpa Polo. OK. Mais comme c'était des structures naissantes, et les habitudes, on ne les change pas en un seul jour. C'est ça, ouais. Du jour au lendemain.
Il s'est donc créé 3 pôles au niveau de la Gendarmerie de défense civile. Un pôle dirigé par Mabouaka et Castro. Et Castro. Vous pouvez nous en dire, c'était qui Mabouaka et Castro? Mais c'était des dirigeants de fédération de Bakongo et Makelekele au niveau de la GMNR Défense Civile, mais qui étaient là, non pas pour soutenir le mouvement des 13, 14, 15 août, mais pour soutenir un individu qui était de leur appartenance régionale, donc Massama Deba. Il y avait un autre groupe qui avait commencé à avoir des acquaintances avec des militaires, des officiers militaires. Et ce groupe était rattaché à Noumazalaï. Ok, Ambroise Noumazalaï, d'accord. Le troisième groupe, c'est le groupe des dirigeants. Les Diawara, les Batoupa, les Ikoko, les Kami, et Bongo. Kami Bongo. Les Aton du Momonjo Deka, les Maxime Ndebeka, qui eux sont restés fidèles à la ligne du 13, 14, 15 août. Donc, vous voyez comment est-ce que la scission a commencé. A commencé à ce moment-là, d'accord. À ce moment-là, et elle allait crescendo jusqu'au 31 juillet. Jusqu'au Voilà. Oui, donc, après, jusqu'au 31 juillet. 1968, là, hein? 31 juillet 68, c'est ça? 68. D'accord. Parce que les militaires avaient déjà fait une première tentative avec le coup d'État qu'ils avaient organisé lorsque le président Massama Deba était parti assister à la conférence de l'OCAB à Madagascar. Okay. Mais face à la force de frappe de la défense civile GMNR, le coup avait échoué. D'accord. Et avec les divisions qui se sont créées au sein de la GMNR, avec les différents groupes qui se sont créés, effectivement, la GMNR s'est sentie ramollie. Donc, le coup d'État était porté par la GMNR, c'est ça ce que vous voulez dire? Du 31 juillet. Non, non, contre Massamba Deba et à Madagascar, c'est ce qui s'est fomenté au... vous avez dit qu'il y avait un coup... Les militaires, les officiers. Ngwabi, Satou, les Yombi et autres, tous les officiers qui étaient revenus de l'armée néocoloniale. D'accord, ok. Hein? Avec les Moussabakani et consorts, ils étaient tous, puisque lorsque Ngwabi prend le pouvoir, Moussabakani était ministre après le 31 juillet. Donc, on ne pouvait pas dire que c'était seulement les officiers du Nord, mais c'était tous les officiers qui étaient contre le socialisme. Mais la majorité de ces officiers étaient du Nord. Et comme la défense civile GMNR était déjà scindée, mais ils n'ont pas pu faire face à ce coup d'État militaire. Et c'est là où on a ouvert la boîte au Pandore, l'arrivée des militaires au pouvoir dans notre pays. L'arrivée des militaires au pouvoir, donc avec Marien Ngouabi. Voilà. Marien Ngouabi, Sassou, Yombi, les Moussabakani et les autres officiers du Sud aussi. Maintenant, vous avez posé la question sur si vous voulez, le bilan économique. Voilà, voilà. Parlons maintenant du bilan économique aussi.
Hein? Est-ce que c'est un mythe quand on dit que Massamba Deba a mis en place le tissu économique du Congo? Parlez-nous maintenant d'économie. Et puis, je vous poserai encore d'autres questions sur la gestion financière. Lorsque Massamba Deba arrive, il nomme un jeune Turc comme Premier ministre. Un jeune Turc? Pascal Lissouba. Ah, mais pourquoi on l'appelle jeune Turc? Mais quand on dit jeune Turc, c'est un monsieur intelligent, capable et en mesure de. Ah, d'accord, ok. Très bien. C'est dans ce cadre-là que je dis un jeune Turc. D'accord, ok. Avec cette propension du socialisme, le langage révolutionnaire socialiste était plus en avance que la réalité économique sur le terrain. Ce qui a fait que le MNR, par le Premier ministre, on a commencé à créer des entreprises d'État. Après la reconnaissance, il faut dire que le Congo-Brazzaville, sous Massamba Deba, a été le premier pays, même avant la France, à reconnaître la Chine populaire. Ok, c'est important ça. Et c'est ce qui a fait que la Chine est venue au secours économiquement du Congo, en créant beaucoup de structures économiques. Il y en a eu beaucoup. Mais c'est on peut citer, oui. Kinsundi, Sotexco, Ofnacom. Oui. La cimenterie aussi de... Non, la cimenterie, c'était avec les Allemands. Avec les Allemands, d'accord. Ouais. Mais là, docteur, s'il vous plaît, là, c'est important ce que je veux vous poser comme question là. On sort un peu du cadre du Congo, mais bon, quand Massamba Deba, avec l'aide des Chinois, et vous l'avez bien dit, qu'il faut que les Congolais le comprennent très bien, le Congo est le premier pays, même avant la France, n'est-ce pas, de reconnaître la République populaire de Chine. Et les Chinois ont envoyé, n'est-ce pas, des experts qui ont aidé le Congo à mettre sur pied ces entreprises. Mais on entend souvent dire un peu plus globalement que dans les rapports de certains pays africains avec la France, la dette coloniale est aussi faite de ce que les Français ont légué aux pays africains en tant que tels. Mais si c'est Massamba Deba avec l'aide des Chinois qui mettent sur pied ce tissu économique, quelle était l'économie au temps des Français? Qu'est-ce que les Français ont laissé finalement au Congo pour que le Congo continue à payer cette dette coloniale? Et sans langue de bois, oui. Ce que la France a laissé au Congo, c'est le CFCO avec ses milliers de morts. Avec ses milliers de morts. De morts. Parce que le CFCO s'est construit à la main. Il n'y avait pas de machine. À la main. Vous voyez les tunnels qu'il y a dans le Mayombe. Dans le Mayombe. À la main. À la main. Il y a même un film qui passe actuellement sur Arte. Oui, sur le chemin de fer Congo-Océan. Sur les rails. Et cette dette coloniale, il n'y a que les Français qui peuvent l'expliquer. Parce qu'il n'y a eu aucune autoroute qui a traversé la République, ni du nord au sud, ni de l'est à l'ouest, en dehors du système d'apartheid qui a existé à Brazzaville et à Pointe-Noire, où il y avait la cité des Européens et les cités des indigènes. Des indigènes. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit et on peut prouver comme dette coloniale.
Au niveau de l'université, il n'y avait pas d'université, il n'y avait que le centre CESB, Centre d'enseignement supérieur de Brazzaville. Il n'y avait pas d'université. L'hôpital, il n'y avait que le petit centre de l'hôpital général de Brazzaville. Le CHU, sous le Congo, qu'il a été reconstitué. Alors, si la France avait fait le chemin de fer Congo-Océan, mais c'était au profit de la France, pour les intérêts de la France, pour transporter tout ce qui venait de la partie septentrionale. Par le fleuve, hein, par le fleuve jusqu'à Brazzaville. Ce qui venait du sud du Tchad, qui venait de Lubangui-Chari, ce qui venait du nord du Moyen Congo et qui descendait par le fleuve jusqu'à Brazzaville, et de Brazzaville, c'était par le train jusqu'au chemin de fer jusqu'à Brazzaville. Alors, je ne sais pas, la dette coloniale, là, à quoi ça ressemble? Ben oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est bien, merci beaucoup. On va fermer cette parenthèse-là. On pourra même faire une émission spécialement sur ça, mais revenons. Je voudrais simplement que ça soit su, parce qu'aujourd'hui, avec les mouvements, les changements qui s'opèrent aujourd'hui dans beaucoup de difficultés, les Français ont l'habitude, n'est-ce pas, de rabâcher encore un peu que voilà ce que nous avons construit, en Afrique. Continuez donc alors avec Massamba Débat, le tissu économique. Mais pour revenir sur ce point, lorsqu'on parle seulement du niveau, au niveau de l'éducation, combien il y avait de cadres le 15 août 1960? Et nous connaissons le nombre d'années que la France nous a assujettis. Mais de 1963 à 1968, le nombre de cadres formés par le mouvement populaire du 13, 14, 15 août, je pense que c'est N plus. Hein? C'est N plus. Donc, même au niveau de l'éducation, on n'avait pas suffisamment de cadres le 15 août. La preuve en est que on était obligé d'avoir des conseillers français dans tous les ministères. Donc, je ferme cette parenthèse-là. Et donc, au temps du Premier ministre Pascal Lissouba, beaucoup d'entreprises ont été créées. Et vous voyez que c'est de 64, 65 qu'on a eu à commencer à former les cadres en dehors de la France. Donc, on n'avait pas autant d'économistes pour gérer ces entreprises. Et ce qui a fait que on n'a pas respecté les règles économiques. Lorsque une entreprise doit fonctionner avec 50 personnes, mais si vous en prenez 100, parce que c'était le manque de rigueur économique. Il n'y a pas de calcul pour l'économie capitaliste et de calcul pour l'économie socialiste. 1 plus 1 égale 2. Voilà, pas 3. Dans le capitalisme, que ce soit dans le socialisme. Si vous avez 100 francs et que vous dilapidez 98, il ne vous restera que 2. Que ce soit dans le socialisme, que ce soit dans le capitalisme. C'est clair. Donc, les lois économiques sont les mêmes. Mais on n'avait pas de cadre pour gérer les entreprises. Et c'est là où les quelques entreprises qui ont fonctionné clopant. Et ces entreprises, lorsque
les militaires sont arrivés au pouvoir, ça a été la débandade, tout est tombé en faillite. Mais sinon, d'un point de vue économique, le souvenir que nous gardons de la législature débat est positif. Le souvenir est positif parce que le président mettait un accent particulier entre l'argent public et l'argent privé. C'était ma prochaine question, docteur. Si je vous la pose quand même, vous abordez ça. Je vais poser la question sur l'orthodoxie financière au temps de Massamba Deba, le rapport au trésor public congolais. Nous, on nous a rapporté que à ce temps-là, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Allez-y, puisque vous avez commencé à parler de ça. Dites-nous comment est-ce que Massamba Deba a géré les finances publiques. Parce que le poisson commence toujours à pourrir par la tête. Et nous savons tous que le président Massamba Deba était un évangéliste. Donc pieux. Respectueux des règles. Et lui-même, lorsqu'il partait en mission, ainsi que ses ministres, lorsqu'il restait des réserves dans l'argent qu'on leur avait attribué pour la mission, ils revenaient et remettaient l'argent au trésor public. Et comme Madame Niali. Madame Niali qui est vivante encore aujourd'hui. Madame Niali est de la promotion des étudiantes de l'AEC venues au Congo. Donc, elle a vu comment est-ce que fonctionnait le gouvernement Lissouba. Mais Madame Niali a gardé cet élan patriotique lorsqu'elle est passée au gouvernement. Quel gouvernement? Quel gouvernement, précisez-nous, parce que ce qu'on sait dans l'histoire récente, Madame Niali a participé à la législature Denis Sassou Nguesso d'après-guerre et elle en est partie. Elle a démissionné. C'est là où je voulais en venir. Elle a été ministre de la Culture dans le gouvernement de Sassou, dans un des plusieurs gouvernements de Sassou. Et lorsqu'elle revenait de mission, l'argent qui restait, elle partait déposer au trésor. Elle avait bien appris la leçon, hein? Elle avait bien appris la leçon. Et les gens lui posaient la question. Mais on n'a pas ça à mon côté. Tu n'as pas besoin d'argent. Il dit, non, ce n'est pas mon argent. C'est l'argent de mission. Ça, c'est ce qui est le reliquat. Je viens déposer. Docteur, s'il vous plaît, ça m'intéresse, ça. Ce n'est pas mon argent et on se souviendra quand même que la parole de Massamba Deba, hein, je veux le dire en lari, en langue, hein, Mbongozo Zaluyalu Kubongandi, ce qu'il disait à ses administrés, cet argent appartient à l'État, ne le prenez pas. Mbongo wana eza mbongo à l'État, kozwate. Mbong dit il y a l'État ou rôle paix. On peut le dire dans toutes les langues là, franchement. Mais oui, mais hein? On peut le dire dans toutes les langues pour que les gens comprennent. Cet argent appartient à l'État, ça ne vous appartient pas et vous n'avez pas le droit de vous servir. Continuez, docteur Nzabana. Mais oui, ça c'était une réalité que nous avons vécue. Et lorsque les militaires arrivent au pouvoir, après leur coup d'État, mais ils ont trouvé au trésor. Le trésor n'était pas vide. Il y avait même les pointes d'ivoire. Les pointes d'ivoire trouvées au trésor.
Ah oui, qui ont disparu en moins de quelques mois. Ah. Parce qu'on a créé des lobbies pour aller vendre ces points d'ivoire en Asie. Et c'est là le côté patriotique de ce qu'on peut retenir de la législature du président Massa Madeba. C'est vrai qu'il y avait plus de verbiage révolutionnaire parce que, comme je l'ai dit tantôt, en amont, et c'est Jawara et ses compagnons qui l'ont bien fait souligner, il a manqué une organisation des révolutionnaires pour conduire le mouvement des 13, 14, 15 août. Il a manqué un projet pour briser l'appareil d'État néocolonial. Voilà. OK, très bien. Mais docteur, je m'en voudrais quand même chercher quelque chose qui était négatif dans la législature de Massamba Deba. Pourquoi je pose cette question? Parce que de toutes les façons, à la conférence nationale, les Congolais ont été briefés là-dessus. Les fameux meurtres de Matsokota, Poabou et Masweme. Qu'est-ce qui s'est passé alors à ce moment-là? Pascal Lissouba a été malmené à la conférence nationale, il était Premier ministre, on lui a mis ça sur la tête, il en a souffert. Et on explique un peu que l'arrivée de Denis Sassou Nguesso, il n'a pas été trop sévère pour ne pas qu'on lui mette encore cette histoire sur la tête de massacrer les gens en tant que tel. Alors, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir un peu de cette tache noire quand même dans la législature de Massamba Deba? 3 gros fonctionnaires de la République sont massacrés à la tronçonneuse comme ça, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qui a dû se passer? Et moi, je pense que parmi ceux qui ont été dirigeants de cette période, il y en a eu un qui s'appelle Ndala Ernest Graille. Qui est encore vivant, hein? Qui est encore vivant, qui a eu le courage de reconnaître que c'était les erreurs du mouvement révolutionnaire. On ne peut pas les attribuer à un individu. Tout système révolutionnaire avale ses propres enfants. C'est ce qu'on appelle la maladie infantile du communisme. Qu'est-ce qu'on leur reprochait? J'avais dit qu'il y avait au sein du MNR, de la GMNR, tout le monde, venu des horizons divers. Et les contradictions qui ont conduit à l'assassinat de Matsokota, Poabou et Masweme, ce sont les contradictions qu'ils avaient déjà depuis l'AEC en France. Ah. Parce que certains étaient francs-maçons, d'autres étaient rosicruciens. Certains étaient francs-maçons, d'autres étaient restés dans la Rose-Croix. Et comme il y avait ce péché des Congolais qui ont étudié en France, j'ai tel diplôme, je ne peux pas être commandé par celui-là. Voilà où, et comme ceux qui ont préparé, qui préparaient le fameux coup avec Matsokota, Masweme et Poabou, étaient tous des rosicruciens, étaient tous des antisocialistes.
Alors, vous comprenez? Comme le dit quelqu'un aujourd'hui, je suis arrivé au pouvoir par la force, et ce n'est que par la force que vous pouvez m'enlever de là. M'enlever. Alors, il y a eu effectivement des tractations où le groupe devait faire préparer, paraît-il, un coup d'État. Et ça avait transpiré. Ce n'était pas dans l'objectif ou bien dans la finalité de ceux qui étaient au pouvoir d'exécuter les gens. On pouvait les mettre en prison, les arrêter, les mettre en prison. Voilà, mais comme il y avait des individus qui manipulaient ces jeunes, parce que c'était les rebuts, certains de la GMNR, je n'ai pas honte de le dire, puisque j'ai été responsable de fédération de la GMNR, il y a certains qui étaient des rebuts de la société. Ils ont outrepassé les consignes qu'il fallait neutraliser, mais ce n'était pas les tuer. C'était empêcher qu'ils arrivent aux actes. Et ça s'est mal passé. Et c'est là où Gray dit, pour faire la révolution, il faut les avoir bien suspendus. Reconnaître quand on a tort. Voilà. Et ça, c'était vraiment un coup négatif. Un point négatif pendant la législature du président Massama Deba. Le deuxième point négatif, entretien de notre dialogue. Bon, allons, la sortie de Massamba Deba maintenant. Et là, expliquez-nous, c'est le dernier point. Comment est-ce que Massamba Deba sort et est éjecté du pouvoir? Il a démissionné. Les Poignet, vous n'avez pas parlé de Poignet Augustin. Hein? Poignet Augustin était déjà un acteur ministre de la Défense, je pense aussi. Hein? C'est lui qui serait allé reprendre Massamba Deba. Alors, expliquez-nous. Je raconte peut-être du n'importe quoi, mais vous le savez nettement mieux que vous. Éclairez-nous là-dessus. Non. Pour arriver à la démission de Massamba Deba, il faut d'abord partir des contradictions qui ont existé au sein de la GMNR Défense civile et du MNR pour parvenir au coup d'État. Ok, mais allez-y, on vous écoute. J'avais dit tantôt que la GMNR Défense civile s'était affaiblie parce qu'elle était divisée en trois. Une partie avec les militaires, une partie avec les Castro et Mabouaka, oui. Et un groupe qui était resté fidèle à la révolution, c'est-à-dire les Diawara, les Matumpa, les Sikoko, les Kabi, les Maxime Debeka, les Atondi, et les militants qui sont restés fidèles. Massamba Deba est surpris parce qu'il n'y a pas eu de combat. Il y a eu des escarmouches au niveau du camp du 27 juin, là où se trouve actuellement le ministère des Affaires étrangères. Mais ils pensaient avoir le soutien des autres camps. Mais ils se sont repliés et il n'y a pas eu de mort. Et heureusement que la direction de la défense civile GMNR à l'époque, donc les Diawara, avait vu juste de ne pas engager des combats. Parce que comme le camp Météo, où était le siège de la GMNR défense civile, était là où se trouve l'Angola libre. Ouais. Mais
on aurait assisté au bombardement de Makelele en 1968. Donc, il n'y a pas eu d'affrontement meurtrier et Massamba Deba accepte d'être déposé, mais il n'avait pas démissionné. C'est en septembre qu'il démissionne. Et quand il démissionne, il remet sa démission à M. Poignet. Poignet était qui pour recevoir la démission? Il devait être secrétaire d'État à la Défense, je crois. Donc, ministre de la Défense. Oui, il a assumé la fonction. Il n'y avait pas une affaire comme le président de l'Assemblée qui, généralement, c'est cela. Quand le président démissionne, on ne remet pas le pouvoir quand même à un ministre de la Défense. C'est plutôt au président de l'Assemblée nationale. Généralement, c'est un peu ce format-là qu'on connaît. Georges, vous savez que l'histoire de notre pays est une histoire où il n'y a que la force, où il n'y a que les assassinats, et où on retrouve toujours des militaires. Pour faire votre parallélisme, lorsque le président Marien Ngouabi a été assassiné, lorsqu'on lui a coupé la carotide, d'un point de vue constitutionnel, c'était Tistel Chikaya qui devait assumer la responsabilité de conduire le pays jusqu'aux prochaines élections. Mais la réalité sur le terrain, les pressions qu'il a eu à subir, on lui a dit que la situation était militaire, puisque c'est l'impérialisme aux abois qui avait abattu Marien Ngouabi. Après, c'était Mutando. Après, non, c'était le Bakongo, dirigé par Massamba Deba, qui aurait envoyé un commando dirigé par Kikadido. Vous voyez donc, c'est une histoire à réécrire. Alors, docteur, il y a quand même un épisode très important quand même dans cette sortie. C'est le jeune Marien Ngouabi, le capitaine Marien Ngouabi, qui s'est illustré dans l'histoire du Congo à cette période-là où il a été arrêté par Massamba Deba et jeté en prison, et qu'il a été libéré par d'autres officiers. Alors, racontez-nous l'entrée en scène de Marien Ngouabi, qui, je pense, n'était pas forcément connu. Est-ce qu'on a connu Marien Ngouabi à ce moment-là? Hein? Quel était Marien Ngouabi dans toute cette histoire? Marien Ngouabi est parmi les officiers versés par l'armée coloniale dans l'armée congolaise à partir du 15 août 1960. À 1960 déjà, hein, il a fait la France, hein, il a fait Saint-Cyr, c'est ça, c'est un Saint-Cyrien? Marien n'est pas un Saint-Cyrien. Marien, c'est un ancien sous-officier qui a conduit, qui faisait partie des troupes coloniales françaises qui ont réprimé la guerre de libération de nos frères camerounais. Ah, il était au Cameroun, c'est vrai, ouais. Marien a combattu les révolutionnaires camerounais de l'UPC? De l'UPC, Union de population du Cameroun. Mais attends, il y a une petite contradiction là quand même, docteur, parce que évidemment, il y avait les membres de l'UPC qui avaient trouvé refuge à Brazzaville. Comment Marien peut combattre l'UPC
et les réfugiés camerounais qui étaient à Brazzaville, les Ougli Massanga et tout ce monde-là, c'était quand même les sympathisants de l'UPC. Mais c'était la période de la guerre du maquis de l'UPC, c'était postérieur. Ah, d'accord, ok. C'était postérieur. Avec les Wandje, voilà. Mais oui. Ernest Wandje, oui. Ernest Wandje, oui. Et le fait d'avoir participé à la répression au Cameroun a donné à Ngouabi un sentiment de honte. Ah. Et lorsqu'on a honte, on n'a pas pu empêcher quelque chose, on tombe en colère, on devient révolutionnaire. Et lorsque le mouvement de 13, 14, 15 août éclate au Congo-Brazzaville, Marien, parmi les officiers qui étaient revenus de l'armée néocoloniale française, il s'est donc rappelé de toutes ces étapes de sa vie au Cameroun. Il prend donc parti pour la population. Et quand on crée le MNR, Ngouabi est parmi les officiers qui représentent l'armée au sein du MNR. Et ça, il y a beaucoup qui ne le savent pas. Lorsque il y a eu des problèmes entre Marien et le MNR et le gouvernement, on avait affecté Marien comme mesure disciplinaire à Pointe-Noire. OK. Et il refuse de partir. Ah, il refuse. Et en refusant de partir, on le met sous arrêt. En fait, à Pointe-Noire, c'était un peu éloigné aussi de Brazzaville. Hein? C'était des mesures disciplinaires, comme vous le dites, là. C'est-à-dire, ça chauffe à Brazzaville, c'était une capitaine. C'était une sanction militaire. Donc, on le met aux arrêts. Et c'est Sassou avec Eyabo qui ont conduit le groupe des officiers qui sont partis le libérer. OK. C'est à cause de ça, il a été mis sur le piédestal. Au devant de la scène, quoi. Hein? Au devant de la scène, oui, c'est comme ça. Et la libération s'est faite sans heurts. Sinon, Ngouabi n'a jamais été relevé pour ses faits révolutionnaires au Congo, pour avoir assisté la classe ouvrière ou la classe paysanne. Il n'a jamais été rehaussé pour ses liens avec les couches sociales déshéritées. Non. Ce sont des patriotes qui sont sortis comme ça par le fait de ses compagnons qui sont partis le délivrer et ils en ont fait un leader militaire. C'est comme ça. D'accord, très bien, très bien. On comprend bien cela. Mais la prochaine fois, on va entrer dans la législature Marien Ngouabi. Et puis la dernière chose, bon, quand Massamba est remis au pouvoir, bon, on le réinstalle. Poignet Augustin le réinstalle parce que, ben, évidemment, cette question, je l'ai posée à Poignet Augustin, hein, ici à Paris. Voilà. Il le réinstalle au pouvoir. Qu'est-ce qui ne tient pas alors? Qu'est-ce qui ne tient pas? Qu'est-ce qui ne tient pas? Le réinstaller au pouvoir? Je ne sais pas, Poignet restait 24 heures au pouvoir, mais enfin, bon. Qu'est-ce qui n'a pas marché là? Puisqu'on le réinstalle au pouvoir et après, ben, il finit par démissionner. Donc, la chose était très chaude. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est que dans la logique qui prévalait à l'époque, le président Massamba Deba était dépouillé de toutes ses prérogatives. Il était seulement président de la République. Parce que les statuts
à l'époque, non, la constitution à l'époque du pays faisait que le président ou le secrétaire général du MNR était en même temps président de la République et en même temps chef du gouvernement. Or, lorsque les militaires sont apparus sur la scène politique, on a dépouillé Massamba Deba de certaines prérogatives. Comme cela a été fait après la conférence nationale vis-à-vis de Sassou Nguesso, vis-à-vis de Sassou Nguesso avec le Premier ministre André Milongo. Et Massamba Deba étant un homme d'honneur, et quand il a vu comment que chaque jour les militaires étaient en train de l'humilier, il a préféré démissionner. D'accord. Donc, en fait, l'instance qui avait le pouvoir pendant ces mouvements-là, cette période-là, à l'époque, c'était les militaires, en fait. Hein, c'était le CNR, le Conseil national de la Révolution. Ah, d'accord. Le Conseil national de la Révolution dirigé par Marien Ngouabi. Très bien, très bien, très bien. Ben, on aura compris, docteur Alexandre Nzabana, que la législature Massamba Deba était quand même pas du tout repos, hein, c'était assez turbulent, malgré les efforts qu'il a fait, n'est-ce pas, pour installer et implanter le tissu économique du Congo avec l'aide, pas des Français, mais l'aide de la Chine populaire. Et puis, mais ma foi, en fait, les contradictions politiques sont allées crescendo, vous l'avez dit, entre les différentes instances au sein des différentes... mais on n'a pas trop vu un peu les partis politiques, hein, docteur Alex Nzabana, à l'époque. Les partis politiques, on ne les a pas vus comme au temps de Youlou, là où, et évidemment, les partis politiques étaient très forts. Est-ce que c'est parce que Massamba Deba a mis en place le fameux socialisme bantou et donc il n'y avait pas la logique des partis, hein, ce que je comprends. Mais au temps du MNR, il n'y avait pas... Ah, c'était le MNR de c'était le parti unique alors. C'était le système monopartite. Le MNR n'était pas un parti, c'était un rassemblement de plusieurs tendances qui se sont mis ensemble. Ce n'était pas un parti. Ce n'est pas comme le PCT. Parce que quand nous arriverons à l'étape du PCT, le PCT était clair dans ses statuts. Le MNR, c'était un rassemblement de plusieurs groupes de citoyens, des patriotes, des révolutionnaires, des démocrates, des non-démocrates, des communistes, des anticommunistes. Mais c'était donc un bric-à-broc quand même, hein? C'était un bric-à-broc sur le plan politique. C'était une sorte de désordre bien. C'était un bric-à-brac, ce qui faisait que ça ne pouvait pas déboucher sur quelque chose de sérieux. Mais c'est à cause de ça que je dis qu'il faut lire, il faut lire pour ceux qui n'ont pas lu l'auto-critique du M22 de Diawara et ses compagnons pour comprendre pourquoi l'échec du 13, 14, 15 août. Merci beaucoup, Dr Alex Nzabana. On va remercier nos téléspectateurs qui nous suivent depuis pas mal de temps. On le voit très bien dans les taux d'écoute de TLR TV. Nous sommes très contents de faire ce travail historique aussi, hein, pour le peuple congolais qui traverse vraiment une période très, très, très difficile, mais l'histoire est très importante et les émissions que nous aurons avec le Dr Nzabana sera un éclairage sur l'histoire parce que il faut que les gens le sachent. Il faut que les gens le sachent. Alors, je vous laisse un dernier mot si vous l'avez. Sinon, on va dire au revoir à tout le monde et on se revoit la prochaine fois. Non, on se revoit la prochaine fois parce que les étapes de législature les plus difficiles ne sont pas encore arrivées. C'est ça, exactement. On a du pain sur la planche. Il y a encore du pain sur la planche. Voilà. Ok, écoutez, likez nos émissions, aimez nos émissions, vous savez ce qu'il faut faire pour nous permettre d'avancer, pour avoir un peu plus d'espace d'écoute.
Merci de nous avoir suivis et nous nous retrouvons certainement la semaine prochaine.